Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans le mois de novembre. Ce mois est consacré dans la tradition de l'Église catholique à la prière pour les morts, pour les défunts. C'est l'une des raisons qui nous a poussé à nous interroger sur comment informer un enfant du décès d'un proche. Pour nous y aider, pour nous accompagner, nous sommes approchés du docteur Aké Blanchard, prêtre de Jésus-Christ, architecte, pédagogue, psychologue, thérapeute du deuil et de la perte. Il est aussi coach éducatif. Bonjour Père. Bonjour mon cher ami et frère Pierre Kipré. On dit que vous êtes prêtre, cela se sait, parce que vous célébrez des messes, vous êtes architecte. On en a parlé déjà, parce que vous avez fait votre doctorat en la matière, et vous êtes même enseignant. Mais quand vous dites que vous êtes thérapeute du deuil et de la perte, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, le thérapeute de la deuil et de la perte se situe dans le travail du psychologue. Et nous recevons des personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont perdu soit la santé, soit une relation, et qui sont troublés. Et ils ont besoin de sortir de ce traumatisme pour pouvoir vivre leur vie, je dirais, normalement. Et c'est ainsi que nous intervenons pour pouvoir aider ces personnes-là à surpasser cette difficulté pour avoir un avenir, je dirais, meilleur, radieux. Super, et cela nous intéresse. Alors, quand on parle de la mort, on parle de l'enfant face à la mort, il y a très souvent ce sujet-là qui est comme tabou dans notre société. Quand la mort survient, l'adulte déjà se trouve démuni, sans mots, sans ressources. Et quand la mort intervient dans le sillage d'un enfant, c'est encore plus compliqué. Alors, comment parler de la mort aux enfants? Que leur dire de ce mystère, de l'espérance chrétienne? Mais surtout, quand on parle de la mort à un enfant, de quelle tranche d'âge parle-t-on? Je vous laisse pour que vous puissiez nous enseigner, nous éduquer. Alors, lorsqu'on parle d'un enfant, eh bien, il faut faire la distinction. Il y a le bébé et il y a l'enfant, il y a l'adolescent. Donc, on pourra dire que on est bébé de 0 jusqu'à 3 ans. D'accord? Pour certains, c'est précoce, on pourra dire 2 ans. Et donc, parler d'un enfant, c'est de 3 ans jusqu'à 12 ans, 15 ans. Et donc, si on fait appel à ces grands théoriciens, parce que la psychologie se base sur des théories, et l'une des théories, c'est la théorie du développement. Et donc, dans la théorie du développement, psychologues et pédagogues vont nous parler, tels que Piaget, Vygotsky, Freud. Ils vont parler du développement de l'enfant sur plusieurs points. Il y aura donc le développement de l'enfant de façon cognitive. Donc, on va faire appel à Piaget qui va donner les différentes étapes de comment l'enfant appréhende le monde par son intelligence et tout. Il y a aussi le développement affectif. Le développement affectif, il y a le développement psychomoteur. Il y a le développement de la morale. Et tous ces différents développements-là sont importants pour que l'enfant puisse avoir une représentation de son monde extérieur. Donc, en parlant de représentation, on dira représentation sur l'amour. Donc, pour l'enfant, qu'est-ce que l'amour? Pour l'enfant, qu'est-ce que la mort? Et cela va partir de son développement cognitif. Donc, si l'enfant de l'âge de 3 ans
jusqu'à 5 ans, voire 6 ans, l'enfant joue à je te tue et tu te réveilles. Pour lui, la mort serait quelque chose de réversible. Donc quand on meurt, on revient à la vie. Donc pour lui, il va dire je t'ai tué et après il dit réveille-toi. Parce que pour lui, on peut revenir à la vie. Après, l'enfant va comprendre un peu en jouant. Hein, quand on avance un peu vers 7 ans, l'enfant va voir que le chat ou son chien qui est mort ne revient pas à la vie. Donc il comprend qu'il y a un caractère un peu irréversible de la mort. Et il peut en ce moment se dire aussi, si mon chat est mort, c'est parce que je me suis mal comporté. Et l'enfant peut se dire aussi, si ma mère est morte, c'est parce que je me suis mal comporté. Donc on comprend à la fin que l'enfant se dit que la mort est une action de son être ou son comportement sur son entourage. Une punition. Comme une punition. Il vit donc la mort comme une punition parce qu'il s'est mal comporté et que son père ou sa mère est décédé ou son oncle ou son grand-père est décédé. À partir de l'âge de 8 ans, donc on est dans la raison, et donc cet enfant-là va avoir une autre appréhension, une autre perception de la mort. Pour lui, il va commencer à se poser des questions. Mais si on vit, qu'on doit mourir, pour lui, la mort devient quelque chose d'inévitable. Il comprend maintenant la mort fait partie de la vie humaine. Et il va se dire, mais si on doit vivre pour mourir, alors pourquoi vivre? Et si on meurt, où est-ce qu'on part? Il va commencer à se poser des questions existentielles. Et il peut arriver à cette étape de la vie-là, une peur de la mort pour lui. Ensuite, on va passer à 12 ans, qui est l'âge, je dirais, comme l'adulte. En ce moment, l'enfant se rapproche plus de l'adulte dans sa perception, dans sa représentation de ce que c'est que la mort. Donc, si à l'âge de 8 ans, pour Piaget, nous sommes dans l'opération concrète, où l'enfant à l'école peut commencer à faire des mathématiques et tout ça, il a passé tout ce qui est la pensée symbolique. En ce moment-là, l'enfant commence déjà à se poser des questions sur la mort, mais plus quel est l'effet de cette mort. L'enfant peut associer la mort à la vieillesse. Donc, quand il voit son papy qui est âgé, il se dit tout de suite qu'il va mourir, ou il va poser même la question à son papa, « Papa, tu as quel âge ?» Et quand son papa lui dit l'âge, il se dit, donc papa, c'est que bientôt tu vas mourir. Voilà. Donc l'enfant commence à expérimenter cela. Voici un peu ce que nous pouvons dire sur la représentation que se fait l'enfant de la mort, ses fonctions de son développement cognitif, comment il pense. Et c'est à partir de cela que si on doit expliquer la mort à un enfant, c'est avec, bien entendu, ces mots qui sont propres à son développement cognitif. Est-ce que l'adulte qui vit avec cet enfant, qui est chargé de l'éducation de cet enfant, peut influencer la représentation cognitive de l'enfant? Tout à fait, l'adulte peut influencer parce que nous partageons nos propres peurs et notre manière de voir la mort, d'appréhender la mort à l'enfant. L'enfant va nous poser la question, mais quand il voit son grand-père qui est malade, qui est branché à l'hôpital avec tous ses appareils, et il voit son père qui est vraiment dans la tristesse, l'enfant se dit que le grand-père est en train de souffrir et que certainement qu'il n'est pas loin de la mort. Donc, il y a la compréhension de la mort et puis il y a la peur de la mort. Donc, en ce moment, nous, en tant qu'adultes, on peut influencer l'enfant en transmettant à cet enfant notre peur de la mort. Mais la compréhension de la mort restera toujours facteur du développement cognitif de l'enfant. Donc, s'il n'est pas encore arrivé dans, je dirais, dans son développement cognitif
de comprendre que la mort est irréversible, bien que l'adulte veut lui enseigner que on ne revient pas à la vie lorsqu'on est mort, l'enfant ne comprendra pas cela. Parce que pour lui, il va jouer toujours à « je te tue et réveille-toi ». Voilà, pour lui. Donc, s'il n'est pas encore arrivé à cette compréhension de la mort, ça sera un peu difficile pour lui. Et cela est différent de, je dirais, différent du fait qu'il ait peur de la mort. Quand on parle de développement cognitif de l'enfant, on a quel élément, quel outil? Ce qu'il pense, ce qu'il voit et ce qu'il sait, est-ce que cela doit s'aligner? Oui, dans le développement cognitif, c'est la pensée, c'est la réflexion. Et donc, pour un enfant tout petit, déjà, il ne fait pas la différence, étant bébé, si on prend un bébé, le bébé ne fait pas la différence entre ses sentiments et les sentiments des autres. Dans un premier temps, parce qu'il était dans le sein maternel. Donc, il a partagé beaucoup de choses avec sa maman. Et donc, pour l'enfant, lorsque il ne voit pas un objet, il commence à pleurer parce que si l'objet disparaît de son regard, ça veut dire que l'objet est détruit. Vous voyez un peu. Donc, déjà, le bébé, il va se dire, il pleure. Parce qu'il se dit que c'est perdu. Donc, voilà pourquoi le bébé, lorsqu'il ne voit pas sa maman, il commence à être inquiet. Il pleure, il est triste parce qu'il dit soit maman m'a abandonné, soit elle a disparu, soit elle a été détruite. Voilà, l'objet n'est plus là. Il ne peut pas comprendre qu'on s'est déplacé, on est allé ailleurs. Et petit à petit, en grandissant, il va commencer à comprendre que si je ne vois pas l'objet, ce n'est pas qu'il est détruit. L'objet a été simple, il n'est plus sous mon regard. Donc, il y a cette pensée magique de l'enfant qui va venir et tout ça. Donc, petit à petit, en avançant, l'enfant, il va changer de pensée. Voici pourquoi on dit que les enfants, souvent, ne doivent pas regarder la télé jusqu'à l'âge de 7 ans parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre la réalité et ce qui est virtuel. Il ne sait pas les distances. Donc, si vous êtes dans un immeuble, vous êtes au 8e, l'enfant peut penser qu'en se jetant, il ne va pas mourir, il va se lever comme ce qu'il voit dans les films. Voilà, mais c'est en grandissant, en étant à l'étape concrète, l'enfant commence à comprendre que, attention, il y a des distances, attention, si je fais ceci, je vais mourir ou bien je vais me faire mal et je ne vais pas revenir à la vie. Donc c'est cette pensée en lui qui va s'installer. Mais je veux dire que c'est toujours facteur de son développement. Donc on peut trouver, ça c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on peut voir, on peut trouver l'âge mental d'un enfant. Donc, il y a l'âge réel. Donc, il peut avoir un enfant qui peut-être a 7 ans ou 8 ans, mais son âge mental, c'est qu'il a une réflexion d'un enfant de 12 ans. Comme il peut avoir un enfant qui a 12 ans, mais qui a une réflexion d'un enfant de 7 ans. Donc, c'est dit, son âge est là, son âge physique est bien là, mais l'âge mental peut être autre chose. Super, magnifique. Alors, face à la mort, qu'est-ce que l'enfant comprend? Face à la mort, qu'est-ce que l'enfant comprend? C'est, on revient encore dans ce que je vais dire, sa représentation. Oui, sa représentation. Sa représentation de la mort. Et cela est fonction de son âge. Un enfant qui a 3 ans, eh bien, pour lui, il va se dire que Pépé est parti, il va se réveiller après. Donc pour lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est juste peut-être endormi. Et il ne peut pas comprendre qu'il ne reviendra pas. Donc c'est maintenant l'adulte qui doit pouvoir lui enseigner cela. Si l'enfant a 8 ans et ça change, il se pose, il va dire mais pourquoi Pépé est décédé? Pourquoi Pépé n'est plus là? Pourquoi Pépé ne va plus se réveiller? Il ne sera plus avec nous. Voici comment il va comprendre la mort. Il peut comprendre aussi la mort comme une punition. Il va dire, ah, c'est parce que je me suis mal comporté que Pépé est décédé, que maman est décédée, que papa est décédé. C'est pas mon comportement parce qu'il me disait chaque fois, tu vas me tuer, tu vas me tuer.
Ou bien, il menace pour dire, si tu fais tant, je vais me tuer. Ou bien, si la mort me prend, c'est bien. Donc, l'enfant commence à dire, ah, il y a un lien entre ce que me disait mon père ou mon comportement qui a fait qu'aujourd'hui, il est décédé. Mais à partir de 12 ans, comme je le dis, sa compréhension de la mort est plus proche de celle de l'adulte. Donc, en ce moment, il pense comme un adulte. Il se dit, il ne reviendra plus. Il est passé de l'autre côté. Il ne va plus se dire que c'est parce que je me suis mal comporté que mon père est décédé ou ma mère est décédée. Mais il comprend mieux que la mort fait partie de la vie humaine, qu'elle est inévitable. Voici un peu. Il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire a connu donc des événements qui nous ont montré des armes et beaucoup de familles ont essayé de faire l'effort de ne pas montrer les armes à leurs enfants, de leur offrir des cadeaux comme des revolvers, des représentations de Kalachnikov, tout ça, pour essayer de préserver les enfants. Mais ces représentations sont encore à la télévision, dans les films et consorts. Et quand un enfant vous sort, je vais te tuer, tout de suite, ces thèmes-là, je vais te tuer, qui découvre dehors ou qui découvre avec ses amis, ces thèmes tu rapportes à la mort, alors qu'on n'a pas encore décidé de parler de la mort à son enfant. Les thèmes décédé, mort, tu vas mourir. Est-ce que cet enfant-là est sorcier? Non, l'enfant n'est pas sorcier. Il faut dire qu'un enfant, il est en situation d'apprentissage. Donc, étant en situation d'apprentissage, je dirais de façon permanente, continuelle, il apprend de l'adulte. Et donc, je dis bien, nous communiquons nos peurs aux enfants et n'oubliez pas que les enfants sont des champions du langage non verbal. Voilà pourquoi l'enfant perçoit toujours nos émotions. Il est une éponge à émotions et donc il peut ressentir l'émotion de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi si vous dites à l'enfant, il dit papa, tu es triste. Tu dis non mon fils, je ne suis pas triste. Il dit si, parce que je te vois, tu es en train de pleurer, tu es calme. Donc l'enfant ne se fie pas à notre parole, mais l'enfant se fie à nos gestes, à notre comportement. Donc, il peut déceler à travers notre comportement, nos gestes, le langage donc non verbal, notre souffrance. Et donc, nous avons transmis à ces enfants, durant, je dirais, cette période en Côte d'Ivoire, cette crise, aux enfants, notre propre peur. Des armes, des enfants, quand ils entendent peut-être des coups de feu, et que les parents disent, cachons-nous, cachons-nous, restons là, ils sont en train de tirer encore, on ne sort pas, on ne sort pas. L'enfant commence à être éduqué, il est en situation d'apprentissage, donc quand il entend ne sort pas, et qu'il entend peut-être des coups de fusil ou d'armes lourdes, il comprend que ça veut dire la mort, le danger. Et donc, il commence à faire sa propre expérience, son apprentissage des émotions, des situations, et pour lui, tout de suite, il aura également peur de la mort lorsqu'il verra des armes et tout ça, et ça peut créer un traumatisme. Alors que faire? On a un enfant qui a, lui, l'esprit tout vierge, qui n'a jamais rien entendu, il n'a jamais entendu parler de la mort, les mots décédés, il ne connaît pas, et puis on doit lui annoncer que son petit frère qu'il caressait, pour lequel il caressait le rêve de s'amuser avec lui, est resté à la maison, est resté à l'hôpital par exemple, il n'est pas venu parce qu'il est mort en couche, ou bien sa maman ne viendra pas, ou bien son papa n'est plus là. Comment est-ce que on peut dire pour la première fois les mots qui stigmatisent ou qui annoncent le décès à un enfant selon sa représentation, comme vous dites si bien, cognitive? Alors, la première des choses, je dirais qu'il faut parler avec l'enfant et lui dire, écoute, c'est quoi pour toi la mort? Quand on meurt, c'est quoi? Et peut-être que l'enfant, nous pensons que l'enfant ne sait pas. Et l'enfant nous dira, ben, la mort,
c'est quand on ne respire plus. L'enfant peut nous donner sa propre définition parce qu'il a appris. Il regarde des films, il voit des choses à l'école. Il va dire non, la mort, c'est comme la souris là. Hein? Papa l'a tué, et puis le sang, et puis c'est fini. La souris, c'est plus relevé. Donc pour lui, il va nous définir ce que c'est que la mort. Okay. Et à partir de sa définition de la mort, on pourra donc lui dire, bien, c'est ça la mort, mais il y a quelque chose de plus. Est-ce que tu sais que après la mort, on ne souffre plus, on est bien, on va chez Papa Dieu, pour les chrétiens. Donc l'enfant va dire, ah, d'accord, donc on ne souffre plus étant. Il va nous dire, ah, d'accord, donc c'est comme Pépé, tant, quand je ne vois plus, comme on a dit qu'il est décédé, il ne souffre plus. Il va dire oui, il ne souffre plus. Maintenant, on pourra dire, écoute, maman était enceinte, on a dit que ton petit frère allait venir, mais malheureusement, ton petit frère n'a pas pu venir. Il est mort. Et tu sais que tu as dit que quand on est mort, on est quelque part. Il va dire oui. Donc il est quelque part et il veille sur toi. Donc l'enfant comprend. Plutôt que de cacher cela à l'enfant. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? On peut avoir le petit frère qui vivait, qui est décédé, et peut-être qu'il a ses jouets, qu'il a tout. Et le lendemain, on vient, on enlève tout dans la maison parce qu'on dit non, il ne faudrait pas, ça nous donne de la peine, nous en tant qu'adultes, on ne veut pas qu'on puisse voir les jouets de l'enfant, sinon les petits frères vont se souvenir de ça et ça va créer un problème. L'enfant peut le prendre autrement parce qu'il peut savoir que son frère est décédé et que on est en train de cacher tous ces objets, tous ceux qui étaient en contact avec lui sont cachés. Et l'enfant va se dire quoi? Le problème, il va se dire, il pense lui aussi à sa propre mort parce qu'il se dit que la mort est inévitable, un jour je vais mourir. Donc quand moi je vais mourir, c'est comme ça qu'on va enlever toutes mes affaires, on va m'effacer de la mémoire de la famille. Et l'enfant commence à développer une angoisse, une anxiété de la mort parce qu'il se dit que dès que tu meurs, on t'oublie, on enlève tout. Non, il fait partie de la famille. Il faut enseigner à l'enfant. Ton frère est décédé. Maman, en regardant ses affaires, a de la peine. Quand on voit cela, on souffre. Est-ce qu'on veut faire cadeau de ses jouets? Tu veux prendre un jouet dedans ou ça va pour toi? Il va dire non, ça va. Moi aussi, j'ai de la peine. Je voudrais qu'on puisse distribuer tous ces cadeaux. Je veux juste sa photo. Et avec ça, je me souviendrai de lui. Et je sais qu'il est quelque part, il prie pour moi, il m'aime. Ouais. Donc, emmener l'enfant à exprimer lui-même ses sentiments. Et si l'enfant veut pleurer, laissez-le pleurer. Il faut qu'il puisse vivre, je dirais, son deuil. Il a besoin de pleurer, c'est être cher. Il ne faudrait pas lui dire non, on ne pleure pas. Non, il faut le laisser vivre cela. Évacuer. Évacuer. Super. Alors, la mort, face à la mort, comment communiquer avec nos enfants? Un accompagnement des personnes endeuillées, au dire de ce que vous êtes en train de nous faire savoir au cours de cet entretien, s'impose. Alors, comment accompagner ces personnes? Parce que la maman aussi, hein, elle est déchirée, le papa est déchiré, et l'enfant aussi est déchiré. À côté de cela, tous ces enfants qui perdent des parents, qui se retrouvent après sans leur papa, sans leur maman, qui vont à l'école et qui vont vivre une autre réalité, Noël après Noël, décembre après décembre, pour les fêtes, les rencontres familiales occasionnées dans les établissements, l'enfant va commencer à développer d'autres anxiétés, d'autres crises. Alors, comment accompagner, comment suivre un enfant qui a perdu, on parle d'orphelin parce qu'il a perdu ses parents, mais un enfant qui a perdu un parent, comment le suivre? Est-ce qu'on finit de communiquer avec lui et puis c'est fini, basta? Ou alors on doit l'accompagner et si on doit le faire, jusqu'à combien de temps, à quelle période? Alors, un accompagnement s'impose. Hein? On se dit, nous, souvent, qu'on est africain, on est fort.
et qu'on n'a pas besoin de vivre cette expérience, on la connaît. Non, 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 ce n'est pas vrai. Comme disent les jeunes, la mort, ça ne connaît pas un ancien client. Donc, quand on perd quelqu'un, on a toujours mal. Et le deuil, on le vit personnellement. Cela va dépendre des relations qu'on avait avec cette personne. Donc, quelqu'un peut perdre son frère, mais il n'était pas tellement proche de son frère. Donc, pour lui, perdre son frère n'est pas vraiment, il ne va pas vivre un deuil, vraiment, je dirais, plus profond. Mais s'il perd sa mère, pour lui, ça sera vraiment quelque chose de dévastateur. Comme quelqu'un peut perdre sa mère, mais il n'est pas proche de sa mère, parce que sa mère, peut-être, ils ont eu des relations conflictuelles, tendues, mais il était plus proche de son frère. Et pour lui, cette présence, cette relation qu'il a avec son frère, son frère était peut-être tout pour lui. Il était à la fois sa mère, son père, son exemple, son héros. Donc, il peut être vraiment fragilisé avec la perte. Donc, c'est important de voir les liens qui lient cette personne avec le défunt. Donc, il y a une courbe, pour ne pas dire un cycle, lorsque nous vivons un deuil ou une perte. La première étape, c'est à l'annonce, il y a le déni. Le déni est la fuite de la réalité. Mais en réalité, ce déni-là est un mécanisme que notre corps développe pour amortir le choc. Donc, lorsque vous perdez votre cellulaire, vous allez le chercher un peu partout. Vous allez dire non, non, non. Peut-être que je l'ai laissé dans ma voiture. Peut-être que je l'ai laissé en chambre. Peut-être que c'est le déni. Fuite de la réalité. Vous dites non, c'est pas perdu. Ça est là. C'est la même chose aussi pour le défunt. On dit non, 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 non. Il n'est pas mort. Vous êtes sûr, on s'est trompé. C'est pas lui. Donc, dans notre tête, on dit non, 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 non. Peut-être je rêve. Attends, je vais me réveiller. Je vais me réveiller parce que... Non, non, non. Donc, c'est le corps qui nous fait vivre cela pour amortir. Et ce déni-là, il peut durer 2 jours, 3 jours, voire 1 an. Parce que pour nous, on fuit cette réalité. Ensuite, peut-être qu'on est allé... je donne en même temps peut-être des signes de thérapie. On va demander à la personne d'aller à la morgue. Donc, pour un enfant qui a perdu son père ou sa mère, on va dire, mais est-ce que c'est important? Oui, il peut aller à la morgue, il peut aller voir le mort. En le voyant, il sort du déni. Ça devient maintenant pour lui une réalité. Il sait que la personne est morte. Voilà. Donc, après cette étape, on passe à ce qu'on appelle la colère. Donc, la colère contre le défunt, peut-être lui-même, on va dire, mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Mais pourquoi tu me laisses? Papa, j'ai besoin de toi maintenant. Pourquoi tu m'abandonnes, papa? C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Regarde à l'école, mes amis ont tous leur père. Ils me parlent de leur papa. Ils sont sortis avec papa, ils sont allés en vacances avec papa, ils sont allés dans tel endroit. Mais pourquoi tu m'as laissé? Mais pourquoi tu es mort? On avait tant de projets ensemble, comme peut dire une femme mariée à son mari. Mais tu me laisses seul, on avait commencé à construire la maison. Donc ça devient une colère contre le mort. Mais après, ça peut être une colère contre nous-mêmes. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui l'ai tué. Donc, dans la pensée de l'enfant, aussi, il peut se dire que c'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai tué ma mère parce que je me suis mal comporté. Parce que je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Donc, on peut vivre dans une colère contre nous-mêmes ou contre le défunt ou même une colère contre les médecins de l'hôpital. On va dire, ils n'ont pas pris soin. Ils devaient prendre soin si peut-être ils avaient donné le médicament juste ou ceci. L'autre ne serait pas mort. Donc, on en veut à tout le monde. Et on rentre dans cette colère noire. La troisième étape, c'est la culpabilité. On se dit, si peut-être je l'avais vite accompagné à l'hôpital, si je m'étais bien comporté, si j'avais fait tout pour lui, c'est un palu. Chaque fois, il fait palu, il fait palu. Je me suis dit, en prenant quelques médicaments, il allait sortir. Mais cette fois-ci, je n'ai pas vu la chose venir.
je n'ai pas vu venir. Et on commence à se culpabiliser. Et quand on commence à se culpabiliser, eh bien, c'est un sentiment. Et là, on peut rester toute sa vie à se culpabiliser. Ensuite, dans le même sillage, on peut parler de marchandage. Et on se dit, mais pourquoi lui? Pourquoi la mort m'a pas? Moi. Donc l'enfant peut dire, mais pourquoi maman est morte? C'est moi je devais mourir. Parce que quand on annonce que sa mère, plus tard même que sa mère est morte en couche et lui il est resté à la vie, il peut même encore développer ce sentiment. Mais pourquoi que la mort devait me prendre moi plutôt que ma mère? Comme aussi une mère peut dire, mais pourquoi mon fils? Moi j'ai déjà vécu. La mort devait plutôt me prendre moi que l'autre. Et souvent on devient un peu égoïste. Et on se dit, mais pourquoi la mort ne prend pas telle personne? Hein? Ils sont tout le temps dehors. Et, hein, ils ne se protègent pas. Ils n'ont pas peur du danger. Et c'est l'enfant qui est bien là. L'enfant qui a bien étudié là. Celui qui a un bon diplôme là. Il n'est pas un gangster, il n'est pas un mafia. Lui ne meurt pas. Donc on commence à rentrer dans le marchandage. Ensuite, on passe à la dépression. La tristesse. On s'habille en noir, on s'isole, on ne veut pas parler à quelqu'un. Tout le monde, pour nous, on dit non, ne me parlez pas. On ferme la porte. On est triste. Toute la journée, on reste en chambre. Attendez, le fait de s'habiller en noir, on dit quand on perd un parent, on s'habille en noir. Est-ce que si moi je m'habille en noir, ça veut dire que je suis en train de faire un début de dépression? Non, pas forcément. Je veux dire que ce sont des signes. On ne prend pas un seul signe pour définir. C'est plusieurs signes. Moi, il y a comme on est en train de le dire, dans la thérapie de la perte, quelqu'un qui a perdu son travail ou qui a perdu une relation, son copain, ils ne sont plus ensemble, souvent il se dit, mais écoutez, ça vaut plus de vivre. Et tout ça, je me maquillais, je me rendais belle, tout ça, ça sert à rien. La personne porte ses mêmes vêtements sales. Il se dit, bon, je vais rester en noir. Bon, on ne met plus, on veut plus de couleurs vives, tout ça, parce que, mine de rien, utiliser des couleurs de gaieté, de joie, exprime aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que l'intérieur va être exprimé par l'extérieur. Donc quand quelqu'un il boit du noir et tout ça, il se dit bon, je me mets en habit sombre. Et tant, souvent pour nous c'est un signe. Mais au-delà de ça, on peut regarder et voir que peut-être c'est parce que la personne aime le noir. Ça c'est différent. Ou bien bon, comme la société a imposé parce qu'il a perdu quelqu'un, on demande qu'il porte quelque chose de sombre. Ça c'est quelque chose d'autre. Donc en parlant avec la personne, on peut savoir si c'est un signe de détresse qui nous appelle parce qu'il déprime ou simplement ce n'est qu'un fait divers. Vous dites tellement de choses bonnes, bien dites d'ailleurs, qu'on se pose la question de savoir, mais il est où ce prêtre? Est-ce qu'il reçoit? Est-ce qu'il peut nous accompagner? Est-ce qu'il est thérapeute? Oui, on reçoit. On reçoit. On écoute des personnes, on aide des personnes à pouvoir avancer. Et je voudrais donner l'exemple d'une petite qui avait perdu sa mère et elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas pleuré et on avait commencé à avoir un comportement un peu étrange et donc on me l'a emmenée. Et donc j'ai fait un travail avec cette petite. J'ai essayé de parler avec elle. Elle a parlé de ses émotions, de ce qu'elle ressentait. Et à la fin, elle a pleuré, elle s'est libérée. Parce qu'au même moment, ça agissait dans ses relations en famille, mais également à l'école. Son rendement avait baissé. Donc, en travaillant avec elle, en l'emmenant à se dire libère-toi, ouvre-toi, il y a la vie après le décès de ta mère, tu peux avancer. Qu'est-ce que ta mère aurait voulu pour toi? Parce qu'elle t'enseignait beaucoup de choses, même si c'est en si peu de temps. Elle est où? Elle me dit, bon, maman au ciel. Je dis alors, que peut être la joie de maman au ciel?
c'est de te voir bien travailler à l'école. C'est de voir que tout ce qu'elle t'a enseigné, tu mets cela en pratique. Mais si tu ne le mets pas en pratique, maman du ciel, elle sera triste. Elle aura des chagrins. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, dans le suivi, c'est la personne elle-même, par des questions, commence à se rendre compte que, au fait, mais où je vais, c'est pas un bon chemin, je peux prendre tel chemin. Avec une série d'exercices que nous donnons, la personne peut se relever et avancer. Je me souviens encore de cette jeune fille qui devait passer son examen et elle se disait que c'était très difficile parce qu'elle révisait avec son père. Et donc elle dit non, il me soutenait et tant et tout ça. Donc on a dû faire un travail de thérapie avec elle et on lui a même demandé d'écrire une lettre à son père pour donner des nouvelles. Donc elle a exprimé, je me sens seule, j'aurais aimé que tu sois à côté de moi et tant et tout ça. Le simple fait d'avoir parlé, et puis après, elle a eu son examen, elle a eu son bac, elle est rentrée dans une école professionnelle prestigieuse et actuellement elle continue sa formation. Mais elle ressent de temps en temps cette absence de son père, mais elle vit la chose, je dirais, aujourd'hui d'une autre manière. Donc, ce que je veux dire aux personnes, c'est comme le soleil. Vous sortez le matin, il y a le soleil, il fait chaud, ou bien vous sortez le matin et il y a la pluie. La pluie et le soleil ne vous empêchent pas de sortir. Ce que vous allez faire, vous allez simplement vous adapter en prenant soit un parapluie ou en portant quelque chose de léger. Comme pour dire que la mort fait partie de la vie, de l'existence humaine. Nous allons perdre un proche. Si nous voulons ou nous ne voulons pas, nous allons perdre un proche. C'est inévitable. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est comment avoir des âmes pour nous adapter et revivre après cette situation de choc. Et c'est ce travail que nous faisons. Alors, numéro de téléphone, alors on préfère donner un numéro fixe pour que ce soit plus, on puisse prendre les rendez-vous et tout ça. Donc le téléphone donc, du cabinet, c'est le 25 22 01 96 90. 25 22 01 96 90. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas pu noter ou qui ont pris l'émission en cours, je dirais que vous appelez simplement Radio Espoir et ils se chargeront de vous donner le contact. Padre, on a parlé depuis cet entretien de comment annoncer à un enfant le deuil d'un de ses parents. En quel thème peut-on atténuer cette perte par des gestes ou des mots, mais on sait aussi que devant la mort, les mots deviennent muets. On sait que devant la mort, c'est le silence. Et pourtant, vous avez sorti pas mal de mots quand même de conversation. À quel moment vous intervenez? Aussitôt le parent décédé, ou bien vous avez un temps, une marge pour laisser la personne cuver déjà son mal avant de venir. Parce que si jamais, je ne sais pas, si les conseils viennent un peu trop tôt, peut-être que ce sera trop tôt. Peut-être que si les conseils viennent un peu trop tard, peut-être que ce sera déjà trop tard. Alors, ça me fait sourire parce que le travail du thérapeute en même temps vient avec le travail du coach. D'accord. Je me souviens au Mexique, avec mon professeur psychologue et coach, Orlando Cloy, qui souvent venait le chercher lorsqu'il y avait des kidnappings. En tant que coach, il était avec la famille et il les aidait à vivre cet événement jusqu'à ce qu'on puisse peut-être retrouver la personne. Mais en même temps, il leur parlait de cette éventualité parce que souvent, les ravisseurs, vous donnez l'argent, vous ne donnez pas l'argent, ils tuent la personne. Donc, il aidait la famille à pouvoir se calmer, à pouvoir se tranquilliser. C'est la même chose. On a peut-être un parent qui est malade, qui est peut-être en phase terminale. On peut faire appel au coach qui peut déjà faire un coaching familial pour préparer toute la famille ainsi que les enfants à la possibilité
d'une prochaine mort, d'un décès dans la famille. Et même en les préparant, lorsque ils viennent, que la nouvelle arrive, c'est un peu plus facile. Je ne dis pas qu'ils n'auront pas de douleur, mais il ira peut-être à l'hôpital, il va voir son grand-père qui est sous l'oxygène et tout ça. Il va l'attraper, on va lui dire, bon, parle-lui, il t'entend. Il va dire, Pépé, je t'aime, vraiment, je veux que tu puisses vivre. Mais si tu ne vis pas, ce n'est pas une réalité. Nous, ce qu'on veut, on veut que tu puisses vivre. Et on t'aime, reste avec nous. Reste avec nous parce qu'on t'aime. Donc l'enfant, petit à petit, va commencer à dire au revoir à cet être-là. Et si il commence à dire au revoir, au moment où il meurt, on dit c'est fini. Ah, aujourd'hui, Pépé a arrêté, il n'a plus mangé et il est décédé. Il dit d'accord, il avait trop souffert. Donc je suis content parce qu'il est parti dans la paix. Donc il y a une petite que je suivais qui a été triste parce que elle dit le matin, c'est elle qui donnait comment on appelle ça, le yaourt à son grand-père, que personne d'autre ne lui donnait à manger, que c'était elle. Que ce jour-là, elle n'est pas arrivée à temps pour lui donner le yaourt et il est parti et c'est ce qui lui faisait mal. J'ai dit non, qu'il n'a pas pris le yaourt, pas parce que il t'aimait pas ou il t'a pas attendu pour prendre le yaourt, mais c'était son heure. Et tu penses qu'il est où actuellement? Elle dit, je sais qu'il vit quelque part, qu'il n'est pas mort, qu'il veille sur moi. Elle dit, ok, donc si tu penses qu'il veille sur toi, ce que tu dois faire, c'est de bien te comporter pour que au ciel, il puisse continuer. Donc, l'accompagnement peut être avant, pendant et après. C'est pas pour qu'on puisse se donner du travail, mais souvent, lorsqu'on perd quelqu'un, souvent on se dit, on est fort. C'est pas seulement peut-être la veillée funéraire fêtant, mais souvent on peut voir des signes de quelqu'un qui déprime et en ce moment, on peut venir et aider la famille à pouvoir avancer. Les conséquences, moi je suis dans la prévention. Vous préférez la prévention? Je préfère la prévention parce que la prévention est plus facile. Mais l'intervention, elle est plus coûteuse parce qu'il faut plusieurs séances. Aujourd'hui, je dois parler avec un jeune homme qui a perdu sa mère et qui a sombré dans l'alcool. Pour lui, c'est une stratégie de faire face. Pour certains, ça sera peut-être le travail. Pour d'autres personnes, ça sera l'alcool. Pour d'autres, ça sera la drogue. Pour d'autres, ça sera le sexe. D'autres, ça sera se faire mal eux-mêmes. D'autres, ça sera pleurer. D'autres, ça sera l'isolement. Donc, chacun va utiliser une stratégie pour faire face à son deuil ou à sa perte. Et souvent, ce n'est pas peut-être la bonne stratégie. Ok. Alors, vous avez parlé des cérémonies pour se dire au revoir avec l'être de fin. Est-ce que l'enfant doit être impliqué pour les condoléances, les cérémonies de condoléances, pour l'enterrement? Est-ce qu'on doit impliquer l'enfant ou on doit exempter l'enfant pour ne pas qu'il ait trop de souvenirs? Je me souviens, à la mort de maman, on m'a dit, vous n'allez pas au cimetière. On nous a enfermés dans une maison. Est-ce que c'est une bonne pratique? Ah, ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique. Peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas une bonne pratique. L'enfant, il fait partie de la famille ou ne fait pas partie de la famille? L'enfant voit notre souffrance ou ne voit pas notre souffrance? L'enfant ne partage pas nos émotions ou ne partage pas nos émotions? Il partage nos émotions. Il est partie intégrante de la famille. Donc, il a besoin de s'asseoir. Parce que ça aussi, c'est un cheminement dans le deuil. Et cela va conduire à l'acceptation qui est la dernière étape de la courbe du deuil. Il va se dire, avec tous ces événements, quand il voit les gens qui viennent dire Yako, Yako, il prend de plus en plus conscience que, ah, c'est une réalité. Ah, Pépé est parti. Ah, et il sent cette solidarité, il commence à comprendre. Donc l'enfant fait partie de tout ce qui sera fait comme cérémonie. Il peut même aller à la morgue, il peut aller au cimetière, il part. Simplement, il faut lui enseigner selon son âge, ce qui se passe. Et cette réalité, pour lui, va l'aider à pouvoir avancer. Si on ne le fait pas, le problème qu'il peut avoir, c'est que
l'enfant peut revivre, je dirais, les fantasmes de cette peur. Et l'enfant va faire peut-être des cauchemars, des rêves, parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, cette fin-là. On n'a pas mis fin à ce truc. Donc pour lui, le pépé qui est décédé en train de revenir dans son rêve, parce qu'il ne l'a pas vu être enterré. Voici un peu ce qui peut arriver. Donc vous allez voir, il y a des enfants qui commencent à faire des cauchemars, et ceci parce que c'est la peur. Il se dit que pépé revient. Mais quand il voit qu'on l'a enterré, il allait au cimetière, il a vu qu'il est là-bas au cimetière, pépé ne peut plus revenir, ça ne peut plus être le fantôme qui revient parce que pépé a été enterré. Voici un peu pourquoi c'est important de faire cette démarche avec l'enfant. Et puis, bon, on peut lui parler de Dieu. Quand l'enfant est chrétien, on peut lui parler de Dieu. En lui parlant de Dieu, les choses commencent à être plus, je dirais, avec la foi chrétienne, on avance un peu plus. Docteur Ake Blanchard, prêtre de Jésus-Christ, architecte, pédagogue, psychologue, thérapeute du deuil et de la perte. Il est aussi coach éducatif. Avec lui, nous parlions de comment annoncer le deuil à un enfant. Nous savons qu'il n'y a pas que l'enfant qui souffre du deuil de l'un de ses parents. Il y a aussi des parents qui, jeunes dans la fleur de l'âge, à 40 ans, à 35 ans, perdent un enfant très jeune pour lequel ils se sont investis. Là aussi, c'est difficile de passer l'éponge. Est-ce que vous êtes seulement que coach pour l'enfance ou bien pour toutes les catégories de la personne? Pour toutes les catégories. Il est vrai qu'il y a des pédopsychologues qui sont spécialisés pour tout ce qui est de l'enfance. Voilà. Mais moi, je le fais de façon générale. Et peut-être quand je vois que ça coince, parce que le problème, on peut avoir une intervention au moment où ce n'est pas chronique ou on pourrait dire pathologique. Quand c'est pas encore pathologique, nous autres, on intervient. Si ça devient pathologique, en ce moment-là, on va faire appel à un clinicien qui va prendre la relève, donc psychologue clinicien qui va prendre la relève pour essayer de creuser, aller plus en profondeur. Donc pour nous, pour le moment, ce que nous faisons, on peut travailler avec la personne en voyant les différents signes, mais lorsque ça devient vraiment pathologique, en ce moment, on passe la main à un autre psychologue plus avisé, qui va aller encore plus en profondeur. Alors, c'est le moment de dire un peu, il y a une différence. Il y a une différence entre psychologue, psychiatre et psychanalyste. Voilà, donc psychanalyste, on sait que c'est Freud, c'est avec tout ce qu'ils ont comme moyen pour donner, pour voir l'existence, le passé de la personne, et à partir de son passé, voir comment son passé agit sur lui aujourd'hui, dans son présent. Bon, le psychologue, lui, le travail, c'est qu'on guérit par les mots, on essaye de faire l'anamnèse, de situer le problème, et aider cette personne en voyant plus clair avec un éventail de solutions, et à la fin la personne elle-même choisit, fait son choix ou bien avance de nouveau. Et avec la thérapie, si c'est possible, on va parler avec des mots. Il y a plusieurs types de thérapie, comme thérapie cognitivo-comportementale, donc avec la parole, il y a un comportement qui s'est installé à partir des pensées, donc on va travailler les pensées qui vont donner un nouveau comportement. Il y a les PNN, il y a un peu tout ça, il y a l'analyse transactionnelle et tout. Mais du côté de la psychiatrie, c'est un médecin. Donc il étudie la médecine et après il se spécialise dans ce côté-là. Donc lui, il prescrit des médicaments pour aider la personne et tout ça. Donc chacun a son champ d'intervention. D'accord. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Il a dit, pour ceux qui voudraient le contacter, on peut le joindre au numéro qui s'affiche sur l'écran, ou alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, au 25 22 01 96 90. Docteur Paul Ake Blanchard.
merci de nous avoir reçus dans vos bureaux. Et merci de nous avoir rassurés. Merci de nous avoir dit au moins que ce que nous craignons, ce dont nous avons peur, ce qui nous effraie, en fait, peut être réversible, peut être soutenu, et que vous êtes là pour nous aider, pour nous accompagner. Et puis, nous repartons soulagés, sûrs d'avoir désormais une oreille et un coach, un thérapeute qui pourrait nous aider en la matière, un thérapeute du deuil qui pourrait nous aider en la matière. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.